Bien, nous allons démarrer cette plénière de clôture. La démocratie à l'épreuve de la violence. Tout d'abord, en raison du contexte politique, ni le Premier ministre ni le ministre de l'Intérieur seront là. Enfin, nous attendons Yann Moix d'une minute à l'autre. Il prendra le débat en cours dès qu'il arrivera. Alors la démocratie à l'épreuve de la violence, finalement, un des éléments et un des événements qui matérialisent le plus cette difficulté qu'il y a entre démocratie et violence, c'est peut-être ce débat qu'il y a eu sur la déchéance de la nationalité. Sans porter un jugement sur pour ou contre ce débat sur la déchéance de la nationalité, elle a mis en valeur finalement cette fracture, cette difficulté qu'a le politique dans une démocratie à trancher sur une question telle que la déchéance de la nationalité, tant et si bien qu'en démocratie, le dépositaire de la violence, c'est l'État. C'est l'État qui utilise la violence pour ne pas finalement que le citoyen se fasse justice lui-même. Pour en parler, Blandine Krejel, philosophe, vous pouvez applaudir. Et Alain Touraine, sociologue, qui interviendra juste après. Blandine Krejel, c'est à vous. La démocratie peut-elle affronter la violence? Alors il est incontestable qu'aujourd'hui, après plus d'un demi-siècle de paix sur notre territoire, nous sommes de nouveau affrontés à la violence. C'est très facile, malheureusement, d'énumérer les incivilités, les insécurités et plus récemment, hélas, les tueries, n'est-ce pas, que chacun d'entre nous connaît. Et alors, au fond, la violence, quelle violence? Eh bien, qu'est-ce que la violence? La violence, on a coutume, n'est-ce pas, en philosophie, de la définir très simplement, c'est la force sans la règle, l'expression de la puissance de domination et de destruction. C'est donc pas exactement la guerre, n'est-ce pas? Parce que la guerre a ses règles, elle a son droit. Comme l'a dit Rousseau, ce n'est pas, si vous voulez, une relation d'homme à homme, la guerre, c'est une relation d'État à État. Mais il est certain, et cela évidemment fait une partie de notre effroi, que les agressions violentes précèdent et accompagnent l'état de guerre. Et de là, au fond, la perplexité, l'inquiétude qui a saisi beaucoup d'entre nous et qui, je crois, justifie pleinement finalement l'interrogation que le CRIF nous adresse aujourd'hui. La démocratie peut-elle affronter la violence? Alors, je voudrais rappeler, et je pense que Alain Touraine saurait l'évoquer mieux que moi encore, que, au fond, à cette question, à la fin des années 80, avant la fin de la guerre froide, avant l'effondrement du mur de Berlin, il y a tout un courant qu'on pourrait qualifier de libéral conservateur, avec des auteurs des deux côtés de l'Atlantique, comme Alan Bloom, dans L'âme des armées, ou comme Jean-François Revel, Comment les démocraties finissent, qui avait apporté une réponse à cette interrogation. Une réponse, je dirais, hélas, essentiellement négative. Au fond, leur idée, qui était essentiellement inspirée des observations de Tocqueville à la fin au XIXe siècle sur la démocratie américaine, sur la dérive de la démocratie, l'égalité des conditions, la recherche effrénée de la sécurité et du bien-être, au détriment de l'acceptation du risque, de la lutte pour la vie. Bref, avait conclu que les démocraties, au fond, se révélaient toujours faibles, et en particulier à l'égard des dictatures. On peut ajouter que d'autres auteurs, comme Léo Strauss, Hannah Arendt, ont aussi réfléchi sur ces faiblesses des démocraties modernes. Alors, je dirais que, au fond, dans un premier temps, comment nier qu'il y ait une profonde justesse, beaucoup de finesse dans ces observations, qui d'ailleurs étaient des observations pour l'essentiel sociétales, qui avaient été rassemblées, parce que chacun le sait, n'est-ce pas, c'est incontestable, si on se retourne sur la Seconde Guerre mondiale, que les démocraties, la France, l'Angleterre, les États-Unis ont mis du temps à se mettre en face et à se ranger en ordre de bataille de l'agression dont elles étaient victimes de la part des régimes fascistes et nazis. Et Churchill l'avait dit, n'est-ce pas, certains de leurs dirigeants n'ont pas hésité à préférer le déshonneur à la guerre. Ajoutons que beaucoup sont restés également désemparés plus tard
devant l'expansion de l'Empire soviétique. Pourtant, et au fond, ça sera un élément de réponse à cette interrogation, pour ma part, je ne partage pas le diagnostic assez pessimiste qu'ils ont posé à ce moment-là d'une faiblesse, au fond, congénitale des démocraties à l'égard des dictatures, ni même des pronostics, enfin, des conséquences tirées par certains, pas tous, qu'un renforcement autoritaire du gouvernement était nécessaire. Alors évidemment, il y a des raisons historiques. D'abord, pendant la Seconde Guerre mondiale, comme à la fin de la guerre froide, incontestablement, les démocraties se sont ressaisies et elles ont montré qu'elles étaient plus fortes que les dictatures. Mais finalement, c'est aujourd'hui et revenons à l'actualité. Demandons-nous, je crois que c'est ça la question, en effet, ce qui affaiblit maintenant les démocraties, ce qui les rend, sinon incapables, du moins hésitantes à affronter la violence. À mon avis, il y a 3 choses. Le premier, qui est fondamental, c'est l'oubli de leur identité et de leur histoire. La deuxième chose, c'est l'influence exercée très fortement par des systèmes de pensée qui leur sont ennemis. Et la troisième, c'est leur hésitation à mener la lutte. Alors d'abord, l'oubli de leur identité et de leur histoire. Je dirais qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de démocratie, on pratique une confusion des langues. Pourquoi ? Parce qu'on appelle démocratie, hier on disait plutôt démocratie libérale, notre régime politique, on ignore l'étymologie qui signifie strictement gouvernement, qui ne renvoie qu'au gouvernement, mais au fond, cette république démocratique, notre régime politique démocratique, pardonnez-moi, n'est pas seulement fondé sur la loi de la majorité ou sur la décision de la multitude, c'est ce que prétendent au fond tous les courants populistes aujourd'hui, à tort, parce que si tel était le cas, eh bien, il faudrait que nous appelions démocratique le régime hitlérien ou le régime de Vichy, dont on ne doit pas oublier qu'ils ont été très démocratiquement élus par le peuple ou par ses assemblées représentatives. Et nous savons que, au fond, ce serait une mauvaise domination, puisque le lendemain même de leur accès au pouvoir, ils ont détruit ce que nous appelons la démocratie. Alors, à la vérité, ce que nous désignons lorsque nous disons démocratie, c'est quelque chose d'autre, n'est-ce pas, que la simple loi de la majorité. C'est évidemment le gouvernement du peuple, mais appuyé sur un État républicain. En fait, ce que nous appelons démocratie, ce sont les républiques démocratiques, c'est-à-dire, là je vous récite un peu mon manuel, n'est-ce pas, un régime politique où les litiges sont réglés par le droit et la loi, où l'autorité s'exerce par la loi sur des hommes libres et égaux, qui garantit des droits aux individus, autrement dit, n'est-ce pas, une république, un État de droit. Bref, la démocratie, ce n'est pas la démocratie populaire, n'est-ce pas, telle qu'elle a existé au fond au sein du monde soviétique. Ce n'est pas non plus, et on peut trouver ça beaucoup plus sympathique, n'est-ce pas, l'arbre à palabre des démocraties directes africaines. Non, ce n'est pas ça, parce qu'une démocratie sans république et sans constitution ne durerait pas longtemps. Et donc, il faut ajouter d'ailleurs à ça que, au fond, si on regarde un peu les constitutions démocratiques aujourd'hui, on observera que, au fond, pas une de celles qui existent, la France, les États-Unis, l'Angleterre, n'a mis en place un gouvernement qui est purement démocratique. Partout, il n'existe que des gouvernements modérés. Le suffrage universel, les chambres basses sont tempérées par des chambres hautes ou des cours constitutionnelles quand ce n'est pas par la décision d'un président. Alors, pourquoi j'insiste pour commencer sur cette question ? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on élide, dès qu'on commence à réfléchir à la démocratie, cette dimension républicaine, on a au fond des problèmes qui surgissent, et en particulier, au fond, cette illusion conduit, au fond, les uns à verser dans le communautarisme que réclament à corps et à cri les islamistes, ou encore, si vous voulez, à légitimer, par exemple, ça c'est une autre position possible, des alliances avec, au fond, des partis d'extrême droite, le Front National en France pour ne pas le nommer, au motif, n'est-ce pas, qu'il se prétend démocrate. Et donc, voilà, si vous voulez, le premier point qui me semble important d'établir. Après ce flou sur notre identité, il y a également, je trouve, n'est-ce pas, une grande méconnaissance au fond de notre histoire, de l'histoire de l'avènement des républiques démocratiques. En général, on le date très récemment des révolutions. Mais
de la Révolution américaine, de la Révolution française. Mais en fait, c'est un mouvement de développement qui est bien antérieur. Et les démocraties modernes, les républiques démocratiques, n'est-ce pas, dans lesquelles nous vivons, en vérité, ont pris leur essor à la Renaissance, dans les Provinces-Unies, en Angleterre, en France, grâce à l'édification d'États modernes républicains qui l'ont emporté sur les empires. D'ailleurs, comme l'a dit si justement Max Weber au XIXe siècle, l'État moderne, n'est-ce pas, cet État républicain, c'est l'État qui concentre le monopole de la violence légitime. Nous retrouvons notre sujet. Ce faisant d'ailleurs, Weber a continué, il a été en mesure d'assurer contre les empires l'indépendance extérieure, n'est-ce pas, et contre les féodalités intérieures, une pacification, une démilitarisation de la société qui a mis fin à la guerre de tous contre tous. Alors, ça c'est extrêmement important parce que, au fond, on peut dire que ces républiques modernes, n'est-ce pas, eh bien, elles ont apporté quelque chose qui est très différent de ce qu'avait été la défaite face à la violence des républiques antiques et médiévales, car celles-là, n'est-ce pas, en Grèce, à Rome, en Italie, existaient les républiques démocratiques. Là, en Grèce, il y avait bien une démocratie, mais elles étaient avérées incapables de résister aux empires. L'empire, avec ses légions, était la force, la république était la loi, mais la force l'emportait toujours sur la loi. Pourtant, à l'époque moderne, les républiques ont vaincu les empires. Et comment? Eh bien, très précisément, elles ont vaincu les empires en solutionnant le problème de la violence. Et de quelle façon? Eh bien, très simplement, parce que elles ont, au fond, elles ont réussi à transformer la violence, qui est originaire, puissance de destruction et de domination, en force, c'est-à-dire en puissance réglée pour mettre en place, au fond, la paix et garantir aux individus des droits. Et je veux dire, sans cocorico excessif, qu'il faut rappeler, parce qu'on ne le dit pas suffisamment et on ne le popularise pas assez, que c'est à Bodin, un juriste français d'origine marane, auquel on doit cet effort conceptuel sans équivalent qui a permis de résoudre en partie le dilemme qui avait été celui de Machiavel. Vous savez que Machiavel, à Florence, avait dit « mais au fond, la République ne peut pas rester simplement aux mains des prophètes des armées, elle a besoin d'une puissance, elle a besoin d'une force ». Mais cette force, Machiavel l'avait conçue comme une force extérieure, celle du condottiere, du potestat qu'on fait venir un jour, mais qui le lendemain, hélas, peut parfaitement se retourner contre la République. Et c'est ce qui s'est passé à Florence avec la prise de pouvoir des Médicis ou de l'Empire ou des Anjou. Et donc, le problème demeurait comment intérioriser la violence. Et bien précisément, comment en faire un instrument de puissance aux mains de la République? Et bien précisément, a montré Bodin, en la concentrant aux mains de l'État souverain, en la retirant du corps social, mais aussi en la faisant muter. C'est au fond ça, le génie nouveau de la République moderne, c'est-à-dire que par un transfert de l'arbitrage des litiges au fond de la puissance de l'État à la puissance législative, à la loi, eh bien, l'État souverain devient cet État législatif. Et pour rappeler à quel point c'est une histoire, au fond, qui est longue, les 6 livres de la République de Bodin datent de 1576. Bref, cette République moderne, cet État de droit, a réalisé la possibilité d'affronter dorénavant la violence en assurant, au fond, l'indépendance à l'égard des puissances extérieures et l'indépendance à l'égard des féodalités intérieures. Et il faut rappeler que c'est dans le contexte de ces républiques que sont nées les démocraties modernes. Par exemple, dès le XVIe siècle, des penseurs protestants, je cite des Français, mais il s'est passé la même chose en Angleterre, Languet et Duplessis-Mornay, ont substitué à un adage que tout le monde connaît, qui est très fameux, « le roi ne meurt jamais », c'est-à-dire qu'au fond, l'État, c'est le roi, c'est le monarque. Un autre principe, le peuple ne meurt jamais. Et de même, au XVIIe siècle, donc ça c'est au XVIIe siècle, Spinoza a affirmé en Hollande qu'au fond, seul le gouvernement démocratique est le pouvoir légitime, ce qu'il appelle l'imperium absolutum, la quintessence du vrai pouvoir, c'est un pouvoir démocratique. Bref, cette institution du droit politique républicain,
c'est accompagné, n'est-ce pas, d'un développement, au fond, d'une poussée vers la démocratie. Et j'ajoute, et là nous retrouvons toujours ce problème de l'affrontement avec la violence, au fond de prescriptions qui sont liées à celles de l'éducation humaniste pour que les individus de ces sociétés civilisent leurs mœurs. C'est un grand sociologue allemand, Norbert Elias, qui a montré que, au fond, pendant plusieurs siècles, on a eu en Europe un phénomène de civilisation des mœurs qui a obligé les uns et les autres à ne plus se livrer à des guerres privées, l'interdiction des duels, des peines beaucoup plus lourdes pour les meurtres, et qui a permis, n'est-ce pas, par exemple, que nous puissions nous servir, ce qui était impossible quelques siècles auparavant, du couteau et de la fourchette à table. Auparavant, il y a des restes, on confiait le couteau à une personne de confiance, au père de famille. D'ailleurs, pour montrer à quel point c'est un processus long, que ce processus, n'est-ce pas, de civilisation des mœurs dans une société qui devient peu à peu démocratique et qui donc refoule la violence, vous savez, il y a des témoignages, disons, littéraires. Je ne sais pas si vous avez vu le charmant film d'Ivory, Chambre avec vue, que Ivory a tiré au fond de l'œuvre d'un Anglais, Forster. Ça se passe à la fin du XIXe siècle et on voit une jeune Anglaise qui assiste terrifiée à une dispute sur la place de la Seigneurie à Florence. La dispute, au fond, une dispute idiote entre deux jeunes gens. Ça tourne mal, il y en a un qui sort un couteau, il le plante et le jeune homme meurt. En 5 minutes, et les Anglais, qui ont de toute autre mœurs, sont stupéfaits. Eh bien, ça c'était à la fin du XIXe siècle. Eh bien aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé à Marseille? Exactement la même chose. Nous avons une dispute imbécile, n'est-ce pas, entre deux, ou stupides, ou sur des questions marginales ou ridicules. Et de même, nous observons une formidable régression par rapport à la civilisation des mœurs qui a été la nôtre. Alors, donc, j'en finis là avec au fond, ce rappel au fond, de l'essor de la démocratie dans la République. Parce que, bien sûr, le trajet des républiques, n'est-ce pas, et la naissance de la démocratie n'a pas été un trajet rectiligne. Il y a eu des avancées, des reculs, beaucoup de temps pour instituer un gouvernement démocratique. Ajoutons même que au fond, ces républiques en voie de démocratisation ont juxtaposé des républiques démocratiques à l'intérieur avec des régimes impériaux à l'extérieur, la colonie, n'est-ce pas, dont nous avons aujourd'hui justement honte. Mais quand même, cette histoire longue des républiques, eh bien, je regrette personnellement qu'elle soit aujourd'hui pratiquée bien davantage par nos amis et nos collègues anglo-saxons que par nous-mêmes, parce que, en fait, on ne peut surmonter, à mon avis, ce premier handicap qui est la méconnaissance, n'est-ce pas, de la véritable identité de notre démocratie et de notre histoire, que si on fait retour, n'est-ce pas, au fond, à cette longue durée. Parce qu'au fond, encore une fois, la démocratie, ce n'est pas un État social, ce n'est pas simplement, au fond, l'égalité des individus, ce n'est pas simplement le gouvernement du peuple, c'est la mise en place, n'est-ce pas, au fond, d'un État de droit républicain avec un gouvernement démocratique. Et la deuxième erreur que nous avons, notre deuxième handicap, n'est-ce pas, c'est que, au fond, qui fait que nous avons beaucoup de mal à affronter les difficultés de la démocratie aujourd'hui, et c'est que notre esprit, ça a évidemment un lien avec la méconnaissance de notre histoire et de notre identité, est accaparé par d'autres systèmes de pensée, les systèmes de pensée qui, si on en accepte la pensée libérale, ont dominé le XIXe et le XXe siècle. Et je veux parler évidemment des doctrines de la révolution sociale et de la révolution conservatrice. Je dis tout de suite que je ne les mets pas sur le même plan. Pour l'essentiel, la révolution sociale a été une force de progrès dans la démocratie, alors que la révolution conservatrice, ça a été tout à fait l'inverse. Néanmoins, hélas, ces deux systèmes ont conflué sur des principes opposés qui relégitiment la violence et qui, si vous voulez, marginalisent ou récusent, au fond, les principes des démocraties. Et des principes que l'on brandit aujourd'hui, et je voudrais les rappeler, parce que c'est ce que nous entendons presque tous les jours. Premièrement, la réhabilitation de la violence, dite légitime, au motif
que les pseudo-démocraties, c'est elles qui d'abord et avant usent de la violence sur les opprimés, salariés ou colonisés, n'est-ce pas? Alors ça vient d'idées beaucoup plus anciennes qu'on trouve au XIXe siècle. La violence est la locomotive de l'histoire, Engels. La guerre est le grand moment de la vie des peuples, Hegel. La politique est ce qui sépare l'ami de l'ennemi, Carl Schmitt. Deuxième idée, qui est très répandue aujourd'hui dans la philosophie politique. Il n'y a pas d'état de droit, il n'y a que des empires. Ce sont des affirmations qu'on retrouve conjointement chez des auteurs, par ailleurs tout à fait relevés, comme Tony Negri, Giorgio Agamben ou Alain Badiou. L'État, et là aussi, on prend appui sur, au fond, une vieille tradition, à savoir que l'État est toujours l'État de la classe dominante. Troisième idée, la République démocratique, c'est un leurre, parce que le droit n'est qu'une superstructure, au nom du fait que la politique est la guerre continuée par d'autres moyens. Ça, je cite Lénine. Ou l'histoire humaine n'est que l'histoire de la volonté de puissance. Heidegger, Nietzsche. Bref, une idée, n'est-ce pas, très puissante aujourd'hui parmi nous, selon laquelle la force n'est autre chose que la violence, la puissance rien d'autre qu'un instrument de domination, et que ce qui la rend juste ou injuste, c'est l'identité de celui qui l'exerce. La violence de l'opprimé est toujours juste, et celle, si vous voulez, des princes ou des possédants, toujours injuste. Et de ce point de vue, là j'en parlais avec quelques-uns de nos amis avant d'entrer ici, vous voyez, au fond, il y a un débat intellectuel qui fait rage, et qui ne fait pas simplement rage entre les philosophes, mais qui fait rage aussi dans le cinéma, dans la littérature. Et je leur disais, je suis très frappée que de ce point de vue, on pourrait parfaitement opposer Star Wars, n'est-ce pas, la philosophie de George Lucas, qui montre comment la force subsume la violence, à Millennium, une très grande œuvre également, n'est-ce pas, de Stieg Larsson, ou au contraire, la violence de l'opprimé, l'héroïne Lisbeth Salander, n'est-ce pas, qui torture ses bourreaux, s'accapare la fortune d'un milliardaire pourri, ou tue son père, eh bien, au fond, est considérée comme tout à fait légitime. Bref, et voilà pour le deuxième point. Troisième chose, ce qui affaiblit notre capacité, je vais en terminer avec ça, ce qui affaiblit notre capacité à combattre la violence, c'est évidemment une hésitation devant la décision à prendre. Alors là, je reconnais que là aussi, rien n'est facile, parce que, au fond, les républiques démocratiques ont tiré les premières en quelque sorte, parce que tout de suite, elles ont compris qu'elles étaient environnées d'adversaires impitoyables, et c'est, au fond, dans le cadre des républiques démocratiques qu'on a proclamé le droit à l'insurrection, le droit à la résistance, quand on en veut à votre vie, c'est-à-dire, au fond, que le droit de la sûreté individuelle était inaliénable. C'est dans les républiques démocratiques qu'on a compris qu'il fallait créer un autre droit international, qui était un droit de la guerre juste, une guerre de défense et pas d'attaque. Et enfin, c'est dans ces républiques démocratiques qu'on a compris que, et ça c'est Kant, n'est-ce pas, qui déjà dès le XVIIIe siècle on a donné les principes, que tant que les républiques restaient des régimes minoritaires par rapport aux dictatures et aux empires despotiques, elles étaient bien obligées de pratiquer une réelle politique qui faisait qu'entre États, un État républicain démocratique et puis des États despotiques, eh bien, ça restait de l'ordre du rapport de force. Et que 2 minutes encore. Oui, et qu'on était obligé... S'il vous plaît, 2 petites secondes. On était obligé de se doter d'alliés pour se défendre plus souvent qu'à son tour. Alors je conclus, n'est-ce pas? Et rien ne prouve, je voulais dire, que ces alliés seront nécessairement des démocrates. Donc, autrement dit, les démocraties peuvent affronter et vaincre la violence, mais d'abord, si elles reconnaissent et elles connaissent leur histoire, et reconnaissent, si vous voulez, leur identité, et au fond, en faisant place, et ça sera ça ma première recommandation, à une éducation aux principes républicains démocratiques, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Deuxièmement, si elles mènent un combat intellectuel pour défendre et rassembler, au fond, les démocrates, et pas seulement, il faut toujours que l'esprit critique s'exerce, un décrit, n'est-ce pas, une critique de la démocratie, mais aussi, eh bien, et je terminerai là-dessus, pour résister et vaincre, au fond, la violence, il faut une volonté et une politique, c'est-à-dire qu'il faut des individus et leurs représentants courageux, capables de défendre
la paix intérieure et de conduire, si c'est nécessaire, une guerre juste. Et alors je ne dirais pas, n'est-ce pas, plus par des actes que par des mots. Non, autant par des mots, c'est-à-dire des combats intellectuels qui n'existent pas aujourd'hui, que par des actes, bref, des citoyens et des hommes politiques. Et donc, voilà ma dernière phrase. Merci. Dernière phrase, allez-y. Donc, nous pouvons combattre pour la démocratie et la rendre victorieuse des violences qu'elle subit aujourd'hui, surtout à l'intérieur, si nous avons conscience qu'elle n'est pas seulement, n'est-ce pas, la décision ponctuelle de la multitude, un État social, mais qu'elle est bien davantage, et c'est ce que nous ne savons pas suffisamment, l'instrument institutionnel, la philosophie et l'histoire du progrès, n'est-ce pas, de la libération politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Blandine Krégel.